vous invite à venir prendre un café avec moi et mes invités. Bienvenue à la toute première émission de l'année 2026 de Un café avec votre député de Richemont-Arthabasca, Éric Lefebvre. Bonjour Éric, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi aussi, David? Oui, ça va bien. Une bonne année en passant, comme c'est la première émission. Ben oui, merci, à toi aussi. Merci bien. Donc, on va aller directement à la présentation de nos invités parce qu'on a une grosse première émission. Donc, une première émission qui va nous inviter à sortir dehors, puis je qualifierais aussi d'inspirante. Donc, tu vas pouvoir discuter avec Frédéric Terrien, directeur général du Mont-Ham. Mais avant ça, tu vas pouvoir t'entretenir avec Éric Sévélec, cofondateur du réseau Autonomie Santé. Donc, tu vas pouvoir échanger avec lui aussi d'une belle expérience qui s'est déroulée en montagne. Une très belle émission qui s'en vient. Vraiment. Alors, bonne émission. Bonjour tout le monde. Écoutez, mon premier invité aujourd'hui, mon ami Éric Sévélec, fondateur de l'entreprise d'économie sociale Réseau Autonomie Santé. Éric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Éric, tout d'abord, Réseau d'Autonomie Santé, peux-tu nous en parler un peu? C'était quoi l'objectif derrière cette mise en place? C'est ça. Donc, Réseau Autonomie Santé, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2013 à Victo. On reconnaît l'accent de Victo quand je parle. Puis, notre objectif, il est toujours le même, c'est d'organiser ou de participer à des événements sportifs, d'aventure et même maintenant culturels, mais en équipe inclusive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes nos équipes sont composées de personnes avec et sans handicap. En fait, on rapproche deux mondes qui ne se connaissent pas vraiment, mais qui ont beaucoup à apprendre l'un des autres. Puis là, des exemples d'activités que vous faites, comme je sais que vous faites du para-escalade. Peux-tu me donner quelques exemples que vous faites Oui, alors il y a des courses inclusives parce qu'on utilise plusieurs équipements adaptés. Donc pour les courses, c'est des Cartus, des randonnées, c'est des Joëlettes, le para-escalade. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du deck hockey en fauteuil roulant. Du hockey-luge. Donc, il y a beaucoup d'activités. Puis maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les personnes en situation de handicap qui nous sollicitent et qui nous disent « Hey, on ferait-tu telle activité? » Donc, on réfléchit et ensemble, on arrive à faire les activités. Et là, il y a quelques années déjà, tu m'avais parlé d'un projet un peu fou qui s'appelle justement la Diagonale des fous inclusive. Ouais. Et juste avant, Éric, avant qu'on en discute ensemble, j'aimerais ça, du côté des téléspectateurs, qu'on aille voir ensemble la bande-annonce. On regarde ça, ça dure 2 petites minutes, puis après ça, on revient. OK. Cette équipe-là est pas comme les autres qu'on voit dans les événements de course. Dans la vie, on n'est pas tous des athlètes. Ici non plus. Par exemple, il y a Anne-Marie et Stéphanie. Normalement, moi, aller courir, c'est facilement 5 fois par semaine. Moi, pour citer Julie Mars, moi, je suis partie, là, c'était 0. Fait que j'ai commencé avec survivre à mon premier 5 km. Il y a Léonard, le plus jeune participant, qui vit avec l'épilepsie. Jocelyn, lui, c'est le doyen. Il a 67 ans. Mais il y a Mario qui est pas trop loin. Jonathan, c'est un coureur d'ultramarathon qui vit avec la sclérose en plaques. Et Stéphane porte une prothèse pour son pied amputé. Tout le monde ici a ses limites, mais ça ne les empêche pas de porter sa main et d'avancer. Moi, je m'appelle Bruno Blanchet. J'aime courir et c'est pour ça qu'un été, la gang m'a invité à courir avec eux, avec la Joëlette. Et c'est là que j'ai rencontré Sam et les autres membres de l'équipe. Et j'ai voulu contribuer à leur cause à ma façon, en parlant de leurs projets et en les encourageant. RAS sera la première équipe d'Amérique à se lancer à l'assaut de la Diagonale des Fous avec une Joëlette. Et aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous présenter Samuel Saucier, notre capitaine courage, notre inspiration commune, notre fou en chef! Et eux, à leur tour, ils m'ont montré qu'en équipe, on n'a pas besoin d'être des athlètes d'élite pour réussir un exploit comme celui-là. Écoute, Éric, juste de voir cette bande-annonce-là, on sent toute l'émotion que vous avez vécue.
Je te l'ai dit, quand j'ai regardé l'émission, j'avais l'impression de vivre l'émission avec vous. Vous m'aviez averti qu'on allait verser des larmes. On a versé des larmes. C'est incroyable ce que vous avez fait là. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux gens qui ont été chercher, les membres de l'équipe comme toi qui ont vécu l'expérience? Ben, tu sais, à la base, déjà, là, c'est important, là, c'est une idée qui me trottait depuis 2017. Donc, comme quoi, il faut jamais perdre espoir. Mais je me suis dit, avant d'atterrir dans la Joëlette, j'aimerais que le projet se réalise et que je sois porteur. Ensuite, l'objectif, c'était pas d'amener juste des athlètes. Imagine, là, on amène 26 athlètes, à part la performance, il n'y aurait pas eu grand-chose à aller chercher au niveau personnel. Donc, on s'est dit, quitte à être fou, soyons fous jusqu'au bout. Et donc, on voulait des personnes qui représentaient notre société. Des personnes, le plus jeune, Léonard, 16 ans, le plus respectable, 67. Wow. Me regarde pas comme ça, c'était pas moi. Je voulais un peu avoir des gens plus vieux que moi. Puis, on avait des personnes avec la sclérose en plaques, souffle au cœur, Stéphane avec une prothèse. On voulait démontrer qu'ensemble, on était capable de réaliser quelque chose. Et au lieu de jouer sur les faiblesses ou les incapacités des uns et des autres, on est allé chercher les forces de chacun. C'est incroyable. Et en s'unissant, et ce qui est beau, c'est qu'on a franchi la ligne d'arrivée, personne ne s'est blessé. Mais on s'est accepté comme on était, et ensemble, on a travaillé fort pour y arriver avec Sam, notre capitaine Courage. Oui, absolument. Samuel Saucier, capitaine Courage, tu l'as dit. Samuel, c'est un ami à moi également depuis plusieurs années. Écoute, Samuel était très jeune. Samuel est atteint d'une maladie incurable qui repousse la limite de ce que les pronostics avaient été annoncés par Sam. Je pense que le titre que vous lui avez donné de capitaine Courage lui colle à la peau. Peux-tu nous parler un peu comment a été l'expérience avec Samuel? Alors, déjà, à la base, ça nous prenait une personne, tu sais, parce qu'on portait la Joëlette. Donc, il fallait un critère de poids. Samuel le remplissait. Après, il fallait une personne assez inconsciente pour dire oui, Samuel était correct, parce que, comme tu l'as mentionné, à cause de sa maladie dégénérative, lui, il prend tout ce qui passe. Il est en urgence de vivre. Et ça aussi, il nous a donné un beau message, parce qu'on devrait tous être en urgence de vivre. On ne sait pas ce qui nous attend. Et ensuite, il a fallu convaincre ses parents. Donc ça aussi, ça a été quelque chose, mais qui sont des parents exceptionnels en c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est que non, c'est que Sam, avec sa maladie, il a une chance incroyable d'avoir Louise et Yves à ses côtés, parce que eux aussi, ils prennent tout ce qui passe. Mais Sam, lui, ce qu'il a vécu, tu sais, on nous disait, Sam, c'est extraordinaire, il est allé à la Réunion. Mais Sam, là, si on avait fait le projet au Mont-Royal, c'était pareil. Lui, ce qu'il aime, c'est l'esprit de gang, de groupe. Puis, je pense qu'il a trippé là-dessus. Là. Puis, écoute, peut-être pour décrire un peu les journées, là, les premières journées ont été excessivement longues, très peu de sommeil. Ça a été assez éprouvant, là. C'est ça, c'est-à-dire que la course, on est parti le 17 octobre 2024 à 21h, mais tu sais, le matin, on se lève, on a notre journée, on arrive sur le site, le départ, puis ensuite, on est arrivé à un point vers minuit, mais là, on a pris un autobus qui nous a permis d'avancer de 70 km, parce que la course elle-même, c'est 170 km, et on doit le faire en 66 heures. On n'aurait jamais pu le faire en 66 heures. Donc, ils nous ont raccourci ça de 70 km. Et donc, on n'a pas dormi parce que l'autobus nous laisse. Qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche et on repart la nuit. Et donc, on a dormi un petit peu le vendredi soir. Puis après, on est reparti le samedi. On était dans un gymnase, mais là, on n'a pas dormi dans le gymnase. Et puis le dimanche, l'apothéose. Ouais. Puis on voit des images où dans les derniers kilomètres, il pleut à Sio. Puis là, on voit les gens qui transportent Samuel, qui passent sous les gouttières. Puis là, on sent toute cette effervescence-là, cette énergie-là, malgré la fatigue là, qui monte. Là. Puis, tu sais, Sam, là, il faut pas penser que ça a été de tout repos pour lui, parce que dans le documentaire, on le voit, il s'est préparé pendant 2 ans aussi. Tu sais, parce que dans la Joëlette, il était attaché, là, puis ça aussi, là, c'est un lâcher-prise, parce qu'une fois qu'il est dans la Joëlette, si on tombe, il tombe. Il se remet à nous, là.
Puis, ben, quand ça monte, ça descend. Puis, j'exagère pas, là. Ça descendait, ça montait comme ça. Il fallait qu'il se tienne. Donc, il a travaillé, là, physiquement. Ouais. Puis, Sam, là, quand on criait un pour tous, tous pour Sam, moi, ben, je le dis pour moi, mais sûrement que d'autres participants le voyaient, c'est que ça nous permettait de nous recentrer ce pour qui et pourquoi on était là. Hein? Et ça nous permettait après d'avancer, là. Ouais. Cette équipe-là s'est préparée, tu l'as dit, pendant 2 ans. Ouais. Vous avez fait des team building, excuse-moi l'expression anglaise, mais puis des exercices d'entraînement parce que tout le monde partait avec une forme physique à différents niveaux. Oui. Puis comme tu dis, d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à se connaître, les forces et les faiblesses. Comment ça a été la préparation pour durant les 2 ans? Ça n'a pas été facile, là, tu sais, c'est tout à fait normal. Hein. Tu sais, on était quand même 26 porteurs, avec 26 caractères différents, 26 formes physiques différentes, donc il a fallu travailler à la base sur nous pour accepter l'autre. Et non, ça n'a pas été de tout repos, mais comme je dois dire, là, du 17 au 20, tout s'est passé comme je l'espérais, de la bienveillance, du respect, de l'entraide, de la solidarité. Tout ce qu'on espérait voir dans ce projet, ben, on l'a vu pendant la course, là. Ouais. Mais il ne faut pas croire que ça a été un long fleuve tranquille. Ouais. Puis moi, ce que j'ai retenu lorsque j'ai regardé le reportage, c'est quand vous dites « on laisse personne derrière ouais. ». On est un groupe, une équipe, puis s'il y a quelqu'un qui comme on dit, qui traîne un peu de la patte derrière, on va s'assurer de le ramener comme une meute de loup. Oui. C'est le même principe de meute de loup. Souvent, le loup le plus fort s'en va en arrière pour être en mesure de... Fait que je voyais ce principe-là que vous faisiez, puis ça m'a vraiment, vraiment touché. Je suis persuadé, Éric, que tu n'es plus le même homme que tu étais avant cette aventure-là. Alors, c'est drôle que tu me dis ça, parce qu'il y a un journaliste réunionnais à l'arrivée, il m'a posé la même question. Ah oui? Puis je l'ai déçu, j'ai dit non, j'ai pas changé. Ah, il était comme ça, on était en direct, tu sais, il attendait à ce que je sois réceptif. J'ai dit non, mais par contre, ça me permet de mettre mes valeurs en avant, dans le sens que quand on dit qu'il faut être en urgence de vivre, le respect des autres, c'est juste ça, là, tu sais, on est dans une société très individualiste, là, où c'est la performance, le bien paraître. Ben nous, ce projet, on a mis l'humain au centre. Ouais. Et quand on arrive à respecter l'humain, puis se dire, regarde, on n'est pas meilleur qu'un autre. Si on travaille ensemble, on va y arriver. C'est ce que ce projet m'a amené. M'a dit, ben regarde, c'est le collectif qui fait une force, une société. Puis tu dis le respect des uns et des autres. Puis je fais un petit aparté, mais à l'époque, je donnais des conférences à des jeunes décrocheurs. Puis j'écrivais le mot « respect » au tableau. Puis je disais aux jeunes, si vous respectez les gens, il y a un effet miroir qui se fait. Ouais. Les gens vont vous respecter. Et je disais aux jeunes, ça fait 50 ans, ça fonctionne, là. Tu sais, si on réussit à respecter les gens, il y a un effet miroir qui se fait, et vous allez pouvoir grandir là-dedans puis aller chercher les forces de tous ces gens. Mais tu sais aussi, le respect de soi. Parce que quand on vit une épreuve comme ça, quand on est fatigué, ben là, je disais souvent à la blague, mon ego, blabla, j'en ai pas beaucoup d'ego. Mais je me dis, ben tu serres les dents et t'avances. Mais moi, là, dans cette course-là, quand j'étais épuisé, je le disais à la gang, j'avais pas peur de montrer ma vulnérabilité. Ouais. Et elle était reçue comme on doit recevoir. On n'est pas des robots, là, tu sais. Comme je disais, on avait des niveaux physiques différents. Mais ça, là, quand je disais, moi, là, je peux pas porter, mais je servais à autre chose. Je faisais la chaîne. Ouais. Et c'était de montrer sa vulnérabilité et de l'accepter. Ouais. Mais Éric, je veux te remercier d'avoir mis ce réseau Autonomie Santé-là en place, un rêve que tu croyais, que tu as amené à un autre niveau, puis je te dirais que tu as amené notre région à un autre niveau, parce qu'on le voit maintenant que ce que tu as fait, maintenant, ça a fait des petits. On le voit au lac, au réservoir Baudet, où est-ce qu'on peut également avoir on voit des gens qui font de la course, qui courent avec des gens, puis tout ça, ben, ça part de ton projet à toi. Mais c'est super gentil, mais moi, je mets... Tu sais, on fait rien tout seul. Puis, ben, tu sais, tous les membres du CA, il y a Denis Laliberté, lui, c'est énorme tout ce qu'il fait, là. Ouais. Même, je me demande où il va chercher son énergie. On a Stéphane Boisvert, on a Lisa-Marie Bilodeau, Jean-François Martin, Marie-Pierre Bergeron, Fanny Marchand, toutes ces personnes-là,
c'est du bénévolat qu'on fait, Ouais. là, mais elles amènent tout ça, là, tu sais, toutes ces activités, puis tous les participants, les bénévoles qui courent, tu sais, il y aurait une liste, là, il faudrait tous les citer, mais malheureusement, on peut pas. Mais c'est pas une personne, c'est vraiment un collectif. Ouais. Ouais. Puis ce que vous faites, c'est que vous permettez des gens avec une limitation de pouvoir rêver à faire des activités comme quelqu'un qui n'a aucune limitation. Fait que vous les élevez, puis de faire oublier à un moment donné les limitations, puis de dire, comme je peux le faire comme tous les autres. Ben, Puis ça, ben, exact. c'est tout en votre honneur. Ouais. Ben, merci pour tout le monde, là. Ouais. Merci infiniment, mon ami. Merci. Au plaisir. Alors, comme deuxième invité, je reçois Frédéric Terrien, directeur général du Parc régional du Mont-Ham. Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hey, ça fait plaisir. Écoute, Frédéric, tout d'abord, depuis quand tu étais au Mont-Ham? Moi, je suis rentré au Mont-Ham en 2014, fait que ça fait quand même presque 12 ans que je suis au Mont-Ham. OK. J'ai rentré à l'entretien de sentier, puis je suis directeur général depuis 2020. hein. OK, OK. Puis si tu me parles un peu du Mont-Ham, qu'est-ce qu'on peut faire au Mont? Ben, c'est surtout la randonnée. Tu sais, le Mont-Ham est reconnu vraiment pour son sommet 360 degrés. Ouais. Tu sais, on a 18 km de sentier. C'est vraiment le sommet qui est attractif, qui fait venir des gens d'un peu partout, là. Mais sinon, on a de l'hébergement, on peut Mais faire juste, du camping. excuse-moi, juste au niveau des sentiers, est-ce qu'il y en a pour débutants, intermédiaires, avancés, selon la C'est plus capacité? intermédiaire et avancé. Tu sais, OK. le Mont-Ham, c'est une montagne qui est pas tellement haute, mais qui a un niveau de difficulté assez technique. Donc, OK. pour se rendre, si on veut aller au sommet, c'est sûr qu'on va grimper, on va avoir besoin des mains. Mais tu sais, un débutant peut faire des randonnées sans nécessairement aller au sommet, ou il peut aller au sommet en prenant le temps qu'il faut pour s'y rendre. OK. Et tu me parlais d'hébergement avant que je te coupe. Quel type d'hébergement on peut retrouver au Mont? Ben, pour l'instant, on a des camps rustiques, là, des petits chalets de bois ronds, pas d'électricité, OK. poêle à bois. On en a combien? On en a 3. OK. On a 5 tentes prospecteurs, donc des tentes style armée un petit peu, là, avec un poêle à bois aussi. Donc pour le, tu sais, en hiver, c'est comme du camping d'hiver, mais un peu de luxe là, avec du chauffage. Là. Puis ça, de quelle façon on procède pour réserver? Sur le site web du Mont-Ham, on réserve, sont toutes là, dans le fond, on réserve en ligne ou on peut appeler au Mont-Ham aussi si OK. on veut. Là. Donc, on va mettre l'adresse courriel à l'écran et le numéro de Ouais. téléphone également. Ouais. Et de quelle façon ça fonctionne également pour la location? Est-ce que c'est possible de louer de l'équipement? Oui, surtout en hiver, tu sais, monter le Mont-Ham sans crampons en hiver, ça peut être dangereux. OK. On a beaucoup de parois rocheuses, ça devient des parois de glace. Glace, ouais. Donc, on suggère fortement les crampons, puis on les loue à petit prix. Donc, on loue beaucoup de crampons. Souvent, les gens louent des crampons quand ils arrivent et on les voit revenir au Mont-Ham puis ils ont acheté leur paire de crampons Ah ouais? parce que c'est tellement, ça change l'expérience. Parce que ça, dans le fond, tu ajoutes ça par-dessus les bottes, c'est Oui, ça? exact. C'est des crampons comme la plupart des randonneurs en ont dans leur sac. Là. OK. Mais ça prend ça au Mont-Ham, c'est tapé glacé. C'est vraiment, ça change l'expérience. Puis on s'assure de revenir en sécurité en bas. Là. Oui. Puis quelque chose que j'ai appris, on peut faire du ski de fond au Mont-Ham. On ne fait plus de ski de fond au Mont-Ham depuis quelques années. OK. On a eu, en 2023, on a eu beaucoup de pluies diluviennes là, qui ont un peu brisé nos ponts. Ils ont fait beaucoup de dommages. Et le ski de fond au Mont-Ham, il y avait beaucoup de centres de ski de fond plus près des villes qui étaient très populaires. OK. Donc, on dirait que les gens venaient pas au Mont-Ham pour le ski de fond. Il n'y avait pas beaucoup de clientèle pour ça. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si on va en refaire éventuellement, mais pour l'instant, on n'en fait pas. Là. OK. On me disait 10 golf. Est-ce que c'est en fonction? Oui, on a un parcours de 9 paniers de disc golf, donc c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup les gens en hébergement. Tu sais, on offre le disc golf gratuit. OK. Les gens payent leur droit d'accès au parc pour la journée comme pour la randonnée, puis ils peuvent faire le disc golf en plus. Là. On a accès à tout ça. Ouais. OK. Est-ce que c'est possible de dormir au sommet? C'est pas possible en tout temps. OK. On a une permission spéciale du ministère des Ressources naturelles parce que c'est un refuge biologique, le Mont-Ham. Donc, on n'a pas le droit, théoriquement, de faire du camping, OK. mais ils nous permettent de faire des activités encadrées. Donc, on a le droit à 20 dates dans l'année et 20 tentes maximum au sommet. On a une toilette au sommet qui est barrée en tout temps, mais qui sert juste pour ça. OK. Puis on le fait, c'est vraiment une activité populaire. Là. On lance les dates le 1er janvier, puis déjà, il y a plus de... C'est tout plein pour l'été. Comme là, présentement, là, Ouais, les dates, complet, c'est là. déjà Faut y complet. penser. Au jour de l'an, on appelle, puis on réserve. Là. OK, OK. Et de quelle manière
au niveau de la collaboration, on parlait avec par rapport aux territoires ancestraux. Oui, avec la communauté Wabanaki. Oui. Ça fait depuis 2017 qu'on collabore avec eux. On a construit un espace de musée au chalet d'accueil. On a plein de panneaux d'interprétation. On a un sentier thématique avec des masques cachés. On a une statue au sommet qui représente le territoire ancestral du Ndakina. Ça, c'est nouveau, ça, je pense, la statue, quand même. Ben, la statue, c'est quand même en 2020 qu'on l'a installée. Là, OK. ouais. Fait que c'est nouveau, mais pas trop. Là. Ouais. Puis, on est en ce moment, on a un secteur thématique aussi au bas de la montagne, dont on a des tipis, panneaux d'interprétation de l'art. Puis, on est sur un gros projet d'hébergement en ce moment, là, avec collaboration avec les Abénakis. Là. Oui, peux-tu nous en parler un peu? Parce que c'est quand même un projet majeur, là, oui, important. C'est un projet majeur, que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. T'sais, c'est parti d'une réflexion de créer... On veut mettre en valeur la communauté abénakise, ce qui ont été dans le temps, mais le but aussi de l'association, c'est de voir qu'on peut créer quelque chose de nouveau ensemble. Donc, on a consulté les historiens, on a consulté les archéologues, on est allé faire des tours au musée Abénaki pour avoir le plus de données possible pour créer un nouveau type d'hébergement, mais vraiment quelque chose de nouveau, confortable, un bel hébergement qui est à inspiration abénakise. OK. Puis, on est en train de le construire. Là. Les toits sont faits, ça devrait être prêt cet été si tout va bien. OK, là. si tout va bien, on a déjà cet été... Oui, mais c'est ça, c'est un projet que depuis 2022 qu'on travaille. Là. OK. Du côté du Mont, sûrement aussi au niveau des écoles, pour des activités scolaires, c'est possible d'aller avec les élèves? Oui, on a beaucoup d'écoles qui viennent depuis plusieurs années au Mont-Ham. Je pense qu'on comptait environ 5000 élèves là, qui sont venus l'année passée au Mont-Ham. Donc, c'est vraiment très populaire chez les écoles. C'est une belle activité qui est pas trop longue, mais c'est un beau défi. Là. Ouais. Puis, c'est notre clientèle de demain. Hein. Souvent, Absolument. on les voit revenir avec leurs parents la fin de semaine, puis c'est eux qui traînent leurs parents. Donc, c'est vraiment positif pour ça. Ça vous fait des vendeurs sur la route. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est bon, c'est bon. Puis en parlant de vendeurs sur la route, le Mont est une attraction qui a des retombées économiques pour les municipalités environnantes. Oui, c'est ça. Tu sais, pour une municipalité de Ham-Sud qui a environ 250 habitants, je pense. En 2025, on a eu 58 000 personnes qui sont venues au Mont-Ham. Donc, ça fait des gens qui traversent la MRC des Sources de Danville à Ham-Sud. Tu sais, la plupart viennent de... Tu sais, il y en a, oui, Victoriaville, Sherbrooke, c'est une grosse partie de notre clientèle, mais on a beaucoup de gens de Montréal, Trois-Rivières, Drummondville qui traversent la MRC des Sources au complet. Donc, les commerces, les campings autour, les hébergements, on a des partenariats avec tous ces gens-là pour... le but du parc régional, c'est un peu de développer le tourisme de la région au complet. Ben Donc, oui. on pense pas juste à notre petit parc, mais on collabore beaucoup pour que tout le monde gagne son Exactement. pain Puis là-dedans. probablement que les gens vont arrêter dans un restaurant Oui, c'est ça, c'est ça. Puis même dans l'autre région, parce que le centre du Québec, c'est notre région voisine, mais on a la Grange-Perdue, tu sais, qui est rendue une destination touristique, Mont-Ham et Grange-Perdue, même si on n'est pas dans la même région. Oui, absolument. Ouais. Puis tu l'as dit, tu sais, les gens de la grande région de Montréal qui viennent découvrir notre région. Puis maintenant, avec les gens qui sont en télétravail, tout ça, ben les gens peuvent tomber en amour avec notre région puis venir y habiter pour la suite. Oui, c'est arrivé plusieurs fois, là, des gens de notre communauté qui sont venus au Mont-Ham une première fois, puis finalement, ils ont acheté dans le coin, puis maintenant, ils habitent ici. Là. Ouais. Puis c'est des membres qu'on voit chaque semaine monter la montagne. Là. C'est ça. Ben Frédéric, merci infiniment pour le travail que tu fais au niveau du Mont, mais également d'être un ambassadeur pour notre belle région. Puis en même temps, de garder notre population active, puis de profiter de notre belle nature et du monde. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci à nos 2 invités pour cette vraiment belle émission. Donc, ça l'a mis de l'avant l'être humain, la collaboration, le dépassement de soi et le plein air. Et justement, on pense qu'on a fini l'émission, on est en conclusion, mais non, on a une petite surprise avec un 3e invité, n'est-ce pas, Éric? Oui, absolument. On veut rendre hommage aujourd'hui à quelqu'un qui s'est impliqué dans la TVCBF depuis 35 ans, Claude Morin, qu'on invite sur le plateau à l'instant. Bonjour Claude. Bonjour Éric. Merci beaucoup d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Tu sais pas trop pourquoi tu es là, Claude? Hein? Non, je sais pas. J'imagine un peu, peut-être. Ben, écoute, aujourd'hui, moi, je veux qu'on parle de tes 35 ans à la TVCBF. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les studios, c'était
pas tout à fait comme ça au début. Non, c'était pas comme ça du tout. Où les studios étaient il y a 35 ans? Ben, c'était ici sur la rue Notre-Dame, pas très loin d'où on est, presque en oblique. Là. C'était dans les locaux de Vidéotron. Ben, ils sont toujours propriétaires devant le parc Victoria à l'époque. C'était Jean Béliveau maintenant. Je me souviens, t'as raison. Puis les studios étaient là. Il y avait des studios, en fait, à Victo. C'est peu connu, mais depuis 73. C'était les gens du câble à l'époque. C'était Cablevision Nationale en 73. Ça a été acheté par Vidéotron, comme au début des années 80. Et la TVCBF, elle est née en 74. En 74. Puis à l'époque, ben, il allait porter une petite cassette chez Vidéotron parce qu'il y avait des employés, mais c'était pas Vidéotron, c'était Cablevision Nationale, mais il y avait des employés là-bas qui faisaient de la télévision communautaire, la télévision locale, des gens que j'ai connus, là, même Claude Doré, que tu as peut-être connu, Daniel Doré, Jean Caron à l'époque. Puis les gens de la télévision communautaire, une fois par semaine, allaient porter une petite cassette. Mais à partir de 85, Vidéotron a donné le mandat de tout faire la programmation communautaire par des gens d'un groupe communautaire qui était la télévision communautaire. Fait qu'ils évitaient des problèmes de syndicats. En tout cas, ça leur coûtait moins cher, on pourrait dire ça, parce qu'il y avait des employés. 85, là, c'est vraiment... C'est ça, c'était... Toute la production locale a été faite par des travailleurs de l'organisme communautaire qui s'appelle la télévision communautaire des Bois-Francs. Puis après ça, on a déménagé de Vidéotron, on s'est en allé... Moi, je suis arrivé juste en 90, par contre, là, je te rappelle une histoire, parce qu'on a fait cette année des émissions aussi sur le 50e de la télévision communautaire. Puis là, j'ai appris des choses, moi-même, même si ça fait longtemps que je suis là. Plein de choses du début que je connaissais pas. Là. Puis là, après ça, on a déménagé en 2006, dans le Mail. Au Mail, au petit Mail, les promenades, là, devant chez Brunet, à peu près. Là. Puis on était là encore une quinzaine d'années, jusqu'à 22, 23, où on est ici, là, comme au sous-sol de l'ancienne église Saint-Martin, qui est maintenant... Mais la mission de la TVCBF a toujours resté la même depuis tes débuts. Oui, ça n'a pas changé, mais des fois, les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes. Là, ça a beaucoup changé. Là, autant les ressources financières, techniques. Moi, quand je suis arrivé, j'étais le 2e employé. Il y avait une coordonnatrice, puis ça avait presque fait faillite, fait qu'on était juste 2 employés. Il y avait beaucoup de gens sur des projets. Puis là, on est peut-être une dizaine de personnes, fait que ça c'est... Je pense que les conditions sont un petit peu meilleures. Puis on faisait autant d'heures. Moi, je faisais à peu près 5 heures par semaine tout seul. Ben, avec des personnes, avec des gens sur des projets, avec d'autres personnes, mais ça a beaucoup changé. Ben, aujourd'hui, Claude, moi, ce que je veux, c'est te rendre hommage pour tes 35 années à la TVCBF. Alors, en tant que député de Richemont-Arthabasca, je tiens à souligner avec admiration et respect votre engagement depuis 35 ans au sein de la télévision communautaire des Bois-Francs. Vous participez à faire rayonner l'actualité locale, de même que nos organismes communautaires, nos entreprises, et encore bien plus depuis toutes ces années. Vous mettez à profit votre talent de réalisateur, de caméraman, d'animateur et de mentor afin de produire des émissions de qualité toujours orientées sur les personnes et organismes d'ici. Assurément que depuis ces 35 années, vous avez vu et constaté l'évolution du milieu médiatique et télévisuel, tout en vous y adaptant de belle manière. C'est un réel privilège de souligner ce moment. Éric Lefebvre, député. Bien, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Donc, félicitations, Claude, encore une fois. Un dernier mot, Éric, pour nos téléspectateurs? Oui, bien, merci beaucoup. Écoutez, je veux remercier mes invités d'aujourd'hui. Encore une fois, félicite Claude pour ses 35 années à la TVCBF. Et au plaisir de se rencontrer sur le territoire du magnifique comté de Richemont-Arthabasca. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.